Donc concrètement, voici 3-4 ans que j'ai rejoint l'équipe d'Helium qui est une plateforme de partage de connaissances. Et ça m'a amené à beaucoup réfléchir sur le knowledge management, mais aussi l'innovation, parce qu'en tant qu'éditeur, on doit innover. Et aujourd'hui, ce que j'ai envie de vous proposer, c'est de découvrir le concept de connaissance circulaire. C'est quelque chose qui est venu au fur et à mesure de ma réflexion. Donc, je ne sais pas si vous savez, mais il y a 2-3 ans, j'ai fait une proposition à notre écosystème d'un Canva qui s'appelle le Knowledge Sharing Canva, qu'on va revoir un petit peu tout à l'heure. Et au centre du Canva, je me rendais bien compte qu'il y avait un flux circulaire et qu'il y avait donc naturellement dans une plateforme digitale un processus itératif. Donc de là à dire que la connaissance est circulaire, c'est encore autre chose. Mais quoi qu'il en soit, la connaissance circulaire, c'est pas quelque chose que j'invente, c'est quelque chose qui existe déjà et qui est simplement arrivé avec Internet il y a 20 ans, mais qui est aussi arrivé avec les journaux il y a 100 ans. Donc on a naturellement quelque chose qui circule, simplement qu'on va vers une accélération de cette circulation. Je pense que vous connaissez peut-être Pierre Bourdieu, qui avait parlé de circulation circulaire de l'information, en disant que les médias, à force d'avoir cette information qui circule, ont tendance à faire trop du même contenu, et que du coup, le fait que tout soit connecté, ils avaient tendance à faire tous la même chose. Alors d'un point de vue KM, quelque part, c'est une bonne chose, parce qu'on a tendance à vouloir prendre des bonnes pratiques, le transformer en très bonnes pratiques. Donc ce qu'on reproche aux médias, quelque part, est peut-être potentiellement une très bonne chose d'un point de vue d'une entreprise. Parce que quelque part, ça permet d'être lean, ça permet de diminuer les coûts, et ça permet d'avoir un impact plus profond, de quelque chose qu'on a appris pour éviter de réutiliser, de reproduire les mêmes erreurs. Le problème de ça, c'est que ça a un avantage, mais c'est aussi un inconvénient, c'est que peut-être qu'on reproduit pas la même erreur, mais peut-être qu'on n'a pas travaillé à la source du problème. Et c'est la connaissance circulaire, quelque part, va nous aider à travailler à la source du problème. Et ça, c'est un petit graphe qui vous montre comment ça circule chez Google et chez Apple. Donc ça, c'est le graphe de la création des brevets et des patentes chez Google et Apple. Et ça vous montre le degré d'interaction qu'il y a dans l'entreprise. Donc on peut penser, quand on pense à Steve Jobs ou Sergey Brin, on pense toujours à quelqu'un qui a une interaction très directe. En fait, c'est beaucoup plus riche que ça, et c'est beaucoup plus... C'est du réseau. Donc ces sociétés évoluent très rapidement, et ces sociétés sont bientôt concurrentes d'à peu près tous les business de ce monde, sont déjà concurrents des médias, sont bientôt concurrents des banques et des assurances. Et donc voilà, ils veulent devenir le point d'interface de l'ensemble de tout ce qu'on touche, que ce soit les oreilles, que ce soit la voix dans la maison, etc. Et donc évidemment, ils ont pris les devants, ils ont protégé tout ça, malheureusement pour nous. Donc, face à ça, il y a une réaction au niveau des RH. Donc ça, c'était les chiffres de 2016, où typiquement, voilà, on a des nouvelles façons d'interagir. Donc il va falloir qu'on mette en place des processus de design thinking, de pensée design, pour pouvoir faire que nos services puissent tirer profit de ces nouveaux points d'interaction. Donc typiquement, Google Home, Alexa, avec Echo, sont des nouveaux points d'interrogation surtout, mais d'interaction. C'est-à-dire que, est-ce que typiquement ces devices où je peux m'exprimer tout en étant en train de me balader dans mon appartement, est-ce que c'est pas quelque chose que je peux implémenter dans mon entreprise? Vous imaginez le nombre d'industries où les gens ont les mains prises, et qu'est-ce qu'ils pourraient faire s'ils pouvaient être dans une conversation avec un nouvel agent qui leur permettrait d'interpréter typiquement, on a parlé de nucléaire tout avant, ces systèmes de command control, si je peux discuter en disant là il y a un problème, j'ai les mains coincées, je suis au fond de ma machine, mais je peux directement interagir avec un agent externe, ça nous donne des effets d'interaction qui sont démultipliés. Donc le design thinking, c'est cette capacité à se dire ok, je vais avoir de nouveaux utilisateurs, je vais avoir une nouvelle façon d'expérimenter, et je vais intégrer ça. Au niveau toujours RH, ce qui se passe, c'est que je vous ai parlé exactement un exemple de workforce augmenté. Et là, on voit un sujet qui, pour l'instant, n'est pas encore trop dans le trend, mais qui va venir, qui est tout ce qui est cognitive computing et robotique. Et pourtant, la robotique, elle est déjà bien présente.
encore hier, enfin, ce week-end, j'avais une amie qui venait d'Afrique du Sud et qui est la directrice d'une fondation qui met à disposition un bateau pour des académiques et pour des sociétés pour aller dans les pôles, donc Antarctique et Arctique. Elle me disait, voilà, on fait des appels à projets, on met à disposition le bateau, et le milieu académique, ils viennent avec des robots. Et ces robots, ils font quoi? Ils vont au fond de l'eau, et ils vont là où l'humain ne peut pas aller, et du coup, ils découvrent des nouvelles espèces, et il y a une circulation du coup de la connaissance sur ces nouvelles observations, et le milieu académique peut aller plus vite dans des territoires qui étaient pour l'instant inexplorés. On a évidemment la même chose dans l'astrophysique, etc. Donc c'est assez fascinant ce qui nous attend en termes d'exploration. Ça, c'est un autre schéma qui vient parler de culture. Donc il y a Capgemini qui a un institut qui s'appelle l'Institut de transformation digitale. Ils ont un rapport qui est toujours bien foutu parce qu'il différencie l'analyse des top managers et l'analyse de ce que pensent les employés. Et donc sur ce schéma, à la question « Est-ce que votre culture est digitale ?», on se rend compte que la France, il y a un gap entre ce que perçoivent les managers et ce que perçoivent les employés. Donc c'est assez fort, hein, donc je ne sais pas si c'est la French Touch, mais en tout cas, non, en tout cas ça ne l'est pas, je viens de me contredire, parce qu'effectivement, on est sur les pays plutôt latins, on est plutôt à la traîne par rapport à ça, mais ce qui est vraiment dommage, parce que ça veut dire que si on n'a pas la culture digitale, c'est qu'on peut peut-être être moins performant d'un point de vue digital. Ça, c'est relatif, mais en tout cas, ça veut dire qu'il y a des blocages, que ces blocages, il faut les travailler. Donc, revenons sur la connaissance circulaire. Pour moi, la raison principale pour laquelle elle existe et qu'elle va s'accélérer, c'est une accélération globale, une accélération à tout niveau, que ce soit technologique, que ce soit sociétal, que ce soit politique, tout est systémique, et du coup, on va prendre des décisions plus vite, on a les citoyens qui nous font pression, on a les médias qui nous font pression, et j'ai envie de vous dire un exemple qui m'a touché ce week-end. Je ne sais pas si vous avez suivi tout ce qui s'est passé avec les producteurs dans le cinéma, ça touche plus particulièrement la gente féminine ici. Il y a eu un moment, il s'est passé un truc. Il y a une personne qui a parlé, qui ensuite a parlé, et du coup, il y a une prise de conscience globale que dans certains milieux, mais quelque part finalement tous les milieux, des femmes se font agresser au travail. Et du coup, comme il y a on a ces réseaux sociaux qui sont publics et qui permettent de s'affirmer, de dire voilà, moi j'ai aussi vécu ça, il y a des nouveaux vecteurs de communication et d'affirmation. Moi, ça m'est arrivé. Donc, je ne sais pas si vous avez vu, Alyssa Milano, elle a publié un tout petit tweet, et genre, en un week-end, elle a eu entre 40 000 et 50 000 personnes, je n'ai pas regardé les chiffres ce matin, de gens qui ont dit « moi aussi ça m'est arrivé ». Et je vais revenir donc sur le sujet plus tard, mais ce qui était très intéressant, c'est qu'on est à l'aube de beaucoup de changements sociétaux, notamment par cette propagation accélérée d'informations qui sont collectives et qui deviennent ensuite une connaissance collective et qui peuvent être reprises par le monde du média ou qui peuvent être reprises par le monde académique. Donc, si je dois expliquer les fondamentaux, c'est inclusif, c'est forcément pluriel, donc on est dans de la diversité, c'est critique, c'est là où ça nous dérange, mais en même temps, l'esprit critique, si on reparle de French Touch, ça fait partie aussi de nos cultures. Et c'est durable parce que ça laisse des traces, sur le web ça laisse des traces, on reviendra sur le sujet des traces, et c'est itératif. Et ce qui se passe par rapport à ça, voilà, c'est toutes ces personnes-là, quelque part tous ces citoyens, ont adopté maintenant cette culture digitale qui fait que aujourd'hui les plateformes en entreprise se doivent de correspondre à ce que les consommateurs utilisent chez eux de manière privée. Donc là, j'étais au sommet chez Gartner à Londres et clairement, ils ont tapé du doigt sur tous les CIO en disant « Arrêtez de mettre des outils que vos employés ne veulent pas, mettez en place des outils qui correspondent, qui sont dans les standards de ce qu'ils utilisent au quotidien. » Parce que ce sera plus facile en termes d'expérience. Et donc, il y a une prise de conscience de ce côté consumer qui impacte le monde de l'employé, mais surtout de quelle façon les employés prennent l'habitude de faire des likes, de faire des commentaires, de faire des reshares, etc. Donc l'avantage avec ça, c'est qu'on a accès donc, à la voice of employee, donc la voix de l'employé, la voix des consommateurs, et bientôt la voix des robots,
qui est en train gentiment de se mettre en place. J'ai pu discuter par exemple avec le responsable de la workplace de Vodafone. Ils sont sur des mises en place de chatbots et donc ils testent. Et typiquement un retour d'expérience qu'il m'a fait, on s'est rendu compte qu'on avait des conversations désagréables entre le robot et les employés, et que si on ne voulait pas que ça tourne coup, il fallait que le robot puisse dire non, là vous êtes en train de m'agresser, arrêtons cette conversation, et que ça permettait d'éduquer en fait l'employé à ne pas essayer de tester tous les vices de forme qu'il pourrait y avoir avec le chatbot. Donc voilà, c'est pour vous dire au niveau global, les nouveaux intranets, ce n'est pas forcément les intranets comme on les pense. Il y a plein de pilotes aujourd'hui dans les grands groupes qui essayent d'amener des nouveaux comportements de conversation, en évitant évidemment en mode expérience et en mode pilotage. Donc, la connaissance circulaire, c'est donc du coup forcément transformatif, et c'est centré sur qu'est-ce qu'on peut créer, et éventuellement qu'est-ce qu'on peut ensuite capitaliser, et non pas éventuellement, évidemment. Là, je vais juste passer sur les différentes typologies de management. Dans les entreprises, il y a différentes formes de management. Il n'y a pas que du management séquentiel, command and control, waterfall. Il y a évidemment l'entreprise, elle est faite de dizaines de milliers de processus différents. Il y a des processus qui sont créatifs, il y a des processus qui sont contraignants. C'est juste qu'il y a dans la culture une habitude de mettre en place des plannings, où il y a des entreprises dans lesquelles la culture n'est pas les plannings, mais plutôt la raison du pourquoi on fait un projet est de se dire ok, on va être plutôt dans ces fourchettes-là, et de ne pas avoir ce mot tout le temps en tête qui est une sorte de deadline, et de ne pas tout prononcer en forme de deadline, mais plutôt de dire on espère que ça pourra se passer à ce moment-là. Alors, évidemment, le monde agile a amené quelque chose de fort, et clairement embarqué dans cette culture digitale, et donc on se trouve dans cette vue circulaire naturelle. Je travaille, je teste, je travaille, je teste, je fais, j'observe, je réfléchis, je fais. Donc ça ne s'applique pas pour tout, mais ça s'applique de plus en plus. Et typiquement, moi je vois aujourd'hui des banques que je pensais de nature industrielle, qui sont clairement digitales et qui sont sur l'ensemble de leur processus en mode itératif, et donc qui font remonter de la connaissance de manière circulaire. Alors, c'est bien d'être en circulaire comme ça, mais ce n'est pas suffisant, parce que si on veut pouvoir éviter de reproduire la même erreur, il faut atteindre un nouvel état de conscience. C'est-à-dire que quand on a l'erreur, il faut essayer de comprendre la cause, mais aussi de voir pourquoi est-ce que j'ai produit cette erreur. Donc, il y a des théoriciens là-dessus, avec Chris Argyris qui avait parlé de double loop, qui permettait de changer son schéma mental, et de se dire, là, il y a peut-être quelque chose que je dois changer dans ma façon de percevoir ou dans mon schéma mental. Évidemment, il y a énormément de théoriciens maintenant qui sortent des livres très importants, comme Daniel Kahneman sur la pensée rapide, la pensée lente. Parce que le problème de la pensée rapide, ce qui est typiquement lié à la connaissance circulaire, c'est que si je fais un commentaire, est-ce que je suis en mode réaction et je fais appel à mes intuitions pour donner ma réponse, ou est-ce que je me donne du temps et je prends un jour, je réfléchis, je fais monter l'information, je l'analyse profondément, à la limite j'en parle un petit peu en interne et je donne ma réponse finale, qui est une réponse qui est logiquement moins émotionnelle et plus rationnelle. Donc on se trouve forcément à devoir analyser la partie psyché et contextuelle. Donc est-ce que mon contexte personnel, le contexte qu'on partage, le contexte de la personne qui me renvoie cette information, et donc ça devient assez compliqué. Ça, c'est que ce soit Peter Drucker ou que ce soit n'importe quel livre sur le leadership va vous amener à ça, à essayer de sentir ce qui est réellement la situation. Avec évidemment des situations qui peuvent être très différentes. Si je prends par exemple, il y a des situations chaotiques, il y a des situations qui sont compliquées mais pas forcément complexes, et puis généralement en organisation, le problème c'est qu'on les vit dans le complexe et on n'est pas dans le simple, même si naturellement on aimerait toujours que la situation soit simple. Pourquoi ? Parce qu'on reste dans notre zone de confort, on se dit c'est simple, je veux partir du point A et je vais aller au point B. Évidemment, donc quand on parle de partage de bonnes pratiques, c'est aussi des situations qui peuvent se répliquer. Donc, la notion de créativité que j'ai découvert en fait, dans les réseaux sociaux, c'est parce que dans un processus de feedback,
on va être naturellement dans un processus de divergence. C'est-à-dire qu'on va se trouver avec « j'aimais quelque chose », et ce quelque chose, les gens vont me donner un avis qui peut être contraire. Donc on se trouve face à une vulnérabilité. En entreprise, c'est-à-dire que plus on outille l'entreprise à pouvoir avoir des conversations digitales, plus on va avoir des discussions larges avec des équipes agrandies, et plus notre vulnérabilité va être en danger. Et donc, mais l'inverse de ça, le corollaire de ça, c'est qu'on va avoir des vues créatives, on va avoir des vues qui vont être complémentaires. Donc c'est des processus qu'on apprend avec le temps et qui font partie donc, de cette culture digitale et qui permettent d'arriver à un état d'action durable. Pourquoi? Parce que ces informations sont stockées, ces informations sont de plus en plus explicites, la conversation est explicite et elle apporte du sens sur les décisions. Donc, c'est fondamentalement quelque chose qui est intersubjectif, c'est-à-dire qui est lié à des subjectivités personnelles, et c'est quelque chose qui, idéalement, doit rester aussi factuel. Et c'est là le problème souvent, c'est qu'en entreprise, on n'a peut-être pas forcément tout le monde qui a la capacité d'avoir une approche scientifique, d'avoir une approche factuelle, et ça je vous dis de mon expérience, et on a souvent trop d'émotions et d'intuitions dans les entreprises. Donc, qu'est-ce qu'il y a derrière le flux circulaire? Il y a des histoires. En fait, l'histoire est la première chose qui se transmet. Je vais vous raconter quelque chose. Donc, de nouveau, regardez, tous les livres de leadership, ils vont toujours vous dire l'approche narrative, c'est finalement ce qui fait, quand je suis un chef de projet, je démarre mon projet, je vais donner du contexte. Je vais dire, voilà, je suis là, comme je vous l'ai fait, je suis franco-suisse, je vous donne un peu de contexte sur moi, je vous mets 2-3 tags, vous avez des étiquettes sur moi, et je vais vous amener une petite histoire, je vais vous parler de la connaissance circulaire, et je vais, après, plus tard, dans les couloirs, avoir votre feedback sur ce qui se passe. Donc, la connaissance circulaire, pour moi, elle s'articule sur ces 3 choses. La mise en contexte, la narration et du feedback. Alors évidemment, elle va aller chercher du data, il va y avoir tout ce qui est tacite, donc tout ce qui est explicite mais ultra micro, ou tout ce qui est macro aussi, et qu'il va falloir recapturer. Et donc si on regarde le modèle Seki de Nonaka, donc il parlait d'internalisation, qui est un concept un peu compliqué, et lui il le voyait de façon circulaire aussi, simplement qu'il ne le voyait pas forcément avec une vue digitale. Et aujourd'hui avec le digital, l'histoire c'est qu'il n'y a plus vraiment un processus séquentiel, on n'est peut-être pas forcément dans l'internalisation au début, peut-être qu'on commence d'abord à combiner des choses, et qu'ensuite on se rend compte qu'en combinant des choses, ça génère quelque chose de nouveau, une nouvelle connaissance, et que du coup on arrive à l'internaliser. C'est par exemple quand on a beaucoup de documents qui sont ensemble, on arrive à avoir une vision d'ensemble, et on se dit, ah, là il se passe quelque chose. J'ai 2000 documents qui correspondent à cette technologie. Pourquoi? Et du coup je peux internaliser, et je peux prendre une décision que je vais externaliser en disant, c'est fabuleux, en 5 ans, on a analysé, on a généré autant d'activités sur cette technologie. Et je vais pouvoir l'externaliser, recréer une histoire et obtenir des feedbacks. Donc, tout ça est évidemment complètement social, c'est-à-dire qu'une histoire, elle va être fondamentalement collective, elle va d'abord personnelle, mais ensuite elle va être collective. Les contextes aussi, et évidemment le feedback. Le contexte, je peux vous donner... alors, idéalement, il faudrait qu'il y ait une prise de conscience sur l'ensemble des éléments. Et plus c'est social, plus on transforme l'entreprise vers une posture de self-leadership, c'est-à-dire que les middle managers deviennent pas les nouveaux dirigeants, mais deviennent aussi acteurs, porteurs d'initiatives, et sont capables de déceler là où il y a justement des manques en termes de connaissances, ou là il y a des manques en termes de ressources, ou manques en termes de capacité, manques en termes de dialogue, ou manques en termes de culture. Et donc des fois c'est difficile en entreprise, mais c'est ce qui l'aide à être distribué. Pourquoi? Parce je vais vous montrer tout à l'heure, c'est parce qu'on a en fait quelque chose qui est compliqué. Et ce quelque chose qui est compliqué, c'est que le monde est compliqué et complexe. Il est fait de différentes sphères. Donc là, il y a le modèle de Quintuple Helix qui démontre, qui s'appelait d'abord le Triple Helix, qui était l'économie de la connaissance. Et ensuite, ils ont développé le Quadruple Helix, qui est la société de la connaissance. Et puis maintenant, le Quintuple qui permet de gérer la transition sociologique et écologique. Et c'est une base qui est très très intéressante, parce qu'en fait, on va avoir des robots sur chacune de ces sphères. On va avoir des robots personnels, on va avoir des robots en lien avec l'économie,
On va avoir des robots éducatifs, on va avoir des robots étatiques qui sont gérés par des gouvernements, des robots civiques, des robots médiatiques et des robots environnementaux. Donc je vous ai parlé du robot qui va dans les fonds marins, et c'est exactement ça. Pour revenir donc, sur le Canva, d'un point de vue mécanique, il y a quelque chose qui est fondamental, c'est de comment on fait la mise en relation. Donc ça, typiquement, le knowledge map, c'est de la mise en relation. J'ai différents espaces qui correspondent au langage de l'entreprise. On va mettre le langage du département, on va mettre les projets. Donc ça va nous servir de navigation, ça va nous permettre la cartographie. Pourquoi? Parce qu'on a une mémoire qui est contexte dépendante, qui est dépendante au contexte. Et donc, on a besoin de pouvoir se raccrocher à des choses qui sont communes à l'entreprise. Le problème de ça, c'est est-ce qu'on laisse place à l'union d'espace? Et c'est vraiment là qu'il y a la question fondamentale. C'est pour ça qu'il y a des éditeurs qui laissent absolument zéro gouvernance et tout le monde peut créer n'importe quoi. Ou est-ce qu'on accompagne ce changement? Parce que chaque espace est porteur d'initiative. Même quelque part, chaque tag correspond à une micro-initiative. L'autre pendant de ça, c'est l'attention. Évidemment, s'il y a trop de bruit, ça crée du désengagement. Et donc ça veut dire qu'il faut mettre en place des systèmes où on peut mentionner, où on peut repartager. Donc typiquement le reshare, on découvre seulement maintenant, en 2016-2017, la capacité de propagation du système de reshare. Donc ce système-là, il est tout bête, mais quelque part c'est un système de validation. Si je repartage l'information, ça veut dire que je trouve qu'elle est pertinente pour moi dans mon contexte. Et donc on doit repenser la façon dont les gens se repartagent et transforment un contenu de manière virale. Et évidemment, en termes de retour sur investissement, il y a des indices très factuels, très explicites qui disent est-ce qu'il y a eu de l'approval ou est-ce qu'il n'y a pas eu de l'approval. Le problème de ça, c'est que si les gens ne voient même pas l'information, on se dit il n'y a pas eu de like, ça veut dire que je n'ai pas raison. Et du coup, on peut être complètement biaisé dans notre interprétation sur ce qu'on fait. Et c'est là où il peut y avoir des effets de bord qui sont non désirables. Donc évidemment, la mise en place de filtres est très importante. Donc à l'époque, les filtres, c'était les managers. Aujourd'hui, on délègue vers les plateformes le filtrage. Ça veut dire qu'il faut mettre en place aussi des règles et accompagner ça. Évidemment, un autre corollaire de ça, c'est le temps disponible qui est super lié. Et plus j'ai de temps, plus je peux approfondir le contenu que je partage. Moins j'ai de temps, plus je suis coincé. Donc, pour gérer ce que je viens de vous présenter, donc les enjeux de gestion, des histoires, des feedbacks, de tout ce qui est lié au processus de décision, il y a un terme qui m'a parlé, que j'ai découvert dans un livre qui est très bien, qui s'appelle KnowledgeWorks, qui est édité par un groupe de femmes qui font du KM depuis 20 ans à Henley. Et ils ont leur groupe de travail, donc c'est pas elles, ont proposé le terme de Transformational KM, qui vient simplement, qui est la même chose que du KM, mais simplement qu'on est plus porté sur le futur, qui vient soutenir des challenges stratégiques et business, donc ça c'est la même chose, qui est customisé par rapport au contexte, donc ça c'est la même chose, mais qui travaille sur les comportements et attitudes, et là c'est une différence qui est importante parce qu'il y a certains programmes qui disent ça c'est pas le programme de KM qui dit ça c'est pas nous, alors que dans ce qui est transformation, on peut pas faire ça. Donc, et ensuite ils s'intègrent au flux quotidien interne et externe, et ça c'est aussi quelque chose qui est compliqué, mais c'est ce que permettent justement les plateformes. Donc les plateformes qu'aujourd'hui communément on appelle donc des réseaux sociaux d'entreprise ou des réseaux de partage de connaissances ou des réseaux de collaboration, comme dirait Martin Rouleau Dugage, des collaborations symbiotiques ou synergétiques. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on, quelque part, la transformation, elle se situe à l'interstice de ces deux choses. Et elle est vraiment en cours, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des plateformes qui connectent la connaissance extérieure avec leur outil interne. Et ce qui va arriver, donc, c'est qu'on va voir monter l'arrivée de l'intelligence artificielle générale. Est-ce que ce sera dans 20 ans, est-ce que ce sera dans 30 ans? En tout cas, il y a beaucoup de gens qui travaillent dessus. Mais surtout, il y a une course sur les spécialistes. Les spécialistes qui sont des intelligences limitées, mais qui sont quand même très fortes dans leur domaine, dans leur expertise. Et qui vont venir enrichir et qui créent du complexe. Donc, le TKM, un enjeu, c'est le futur, avec des nouvelles formes d'expérience, que ça peut être du VR ou comme je vous ai parlé, avec des bots, qui est fondamentalement impacté par aussi l'arrivée de la GDPR. Donc, la GDPR, c'est cette loi européenne
pour assurer que la vie privée reste privée ou soit pas surmanipulée justement par les grands groupes, parce qu'il y avait trop de données metadata sur les profilings, etc. Et du coup, ça a forcément un impact sur les robots, sur la façon dont l'agent intelligent est capable de stocker vos conversations. Et aujourd'hui, tout le monde se creuse la tête pour savoir comment mettre en place des règles où le consommateur peut comprendre quelle est l'intention de stocker les données et peut comprendre en fait quelles sont les données surtout qui sont stockées sur lui. Donc là par exemple sur Tinder, il y a eu quelqu'un qui a fait le test, il a reçu 800 pages à la maison. Évidemment ça a motivé pas mal de gens à supprimer leur compte. Ouais. Plus concrètement, quand je vous ai parlé d'objectifs, il y a des objectifs sociétaux qui sont en train de se mettre en place, qui sont portés par l'ONU. Ils ont réussi à se mettre d'accord après 5 ans de discussion. Il n'y a pas que l'ISO sur lequel ça travaille, il y a aussi d'autres organismes. Et donc typiquement, ces Sustainable Goals, donc les objectifs de développement durable, ODD, sont aujourd'hui des cartes qui permettent d'implémenter les problématiques sociétales dans les grands groupes et les petites sociétés et évidemment les startups. Donc toutes les startups s'appuient maintenant là-dessus, les startups qui se veulent sociales. Et donc il y a des dashboards qui se mettent en place comme le SDG Business Dashboard et qui permettent de voir par rapport à vos processus existants mais aussi vos produits, vos services, où est-ce que vous en êtes là-dedans. Là-dessus, je me suis amusé à mapper ces objectifs sur ce que j'estime des transitions à venir. Donc on a parlé de nucléaire. Typiquement, le nucléaire, il y a une disruption qui attend le secteur du nucléaire, c'est passer de la fission nucléaire à la fusion nucléaire. On ne sait pas si ce sera en 2040 ou en 2070 ou en 2085. Donc ça, c'est mon dashboard personnel. Hein. Il y a pas, c'est pas, là, pour une fois, il n'y a pas de... Je n'ai pas mis de référence académique parce que, évidemment, c'est complètement subjectif. Donc, je ne pense pas que vous arrivez à lire. Donc, le premier, c'est la transition avec l'économie circulaire. L'économie circulaire qui est estimée étant un marché potentiel de 12 000 milliards de dollars. Les chiffres sont sortis, il y a vraiment une opportunité business de voir ce monde passer, qui serait capable de tendre vers l'écologique. Donc c'est une très très bonne nouvelle. Il y a cette transition digitale qui est un processus infini. Il y a l'arrivée des oreilles nanobots, microbots qui vont rentrer chez nous, dans nos corps. Il y a les transitions vers les agents limités, vers les GI, donc c'est l'arrivée de l'intelligence artificielle globale, générale. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc là, Watson est déjà en train de travailler dessus. Le transhumanisme avec Elon Musk qui essaie de mettre en place des connecteurs avec nos ondes. La transition voiture électrique, transition voiture autonome, transition vers les piles au zinc ou aluminium. Là, typiquement, donc on a déjà fait les découvertes, mais le problème c'est que le temps qu'on monte on appelle ça, la capacité industrielle de construire de manière large des piles au zinc ou aluminium qui sont beaucoup moins polluantes que le lithium, bah, ça va prendre 15 ans, 20 ans. Donc là, Tesla, ils sont en train de construire une énorme usine à lithium. Et la transition nucléaire qui est en cours, transition carbone, post-capitalisme, l'arrivée de l'Asie, la transformation du leadership et des cultures et l'hyperhumanisme, en opposition avec le transhumanisme et le post-humanisme. Donc tout ça, c'est évidemment, ça me pourrait dire, mais c'est 80 ans, est-ce qu'il y a urgence? En fait, il y a urgence quand même, il y a effectivement des injonctions, et ça demande de pouvoir déjà aborder ces sujets en interne. Un exemple, donc vous avez dit, le RH et le KM, on ne s'entend pas forcément bien. Ben, j'ai envie de dire, c'est un peu plus large que ça. Le problème, c'est que c'est le CMO, le CDO, le Workplace, le KM, le Innovation Manager, le Chief Strategy, et bientôt le nouveau profil qui va arriver, le Chief Value Officer, qui va de facto arriver à cause justement des robots. C'est-à-dire de comprendre quelles sont les valeurs de l'entreprise, de quelle manière les robots peuvent communiquer ces valeurs avec les gens. Si ça devient des interfaces conversationnelles, ben, quelles sont les valeurs de ces robots? Et c'est-à-dire d'amener le développeur qui développe les algorithmes conversationnels à dire faut que, mon gars, dans tes phrases, dans les choses que tu fais répondre à ton robot, ça ne va pas du tout, ça ne porte pas nos valeurs. Donc voilà, ça va être compliqué. Le HR, et ce que je propose, c'est qu'arrive le terme de Chief Circular Officer qui serait capable de piloter ces différentes thématiques qui sont des différents enjeux
qui sont liés au consumer experience, mais aussi le citizen experience, capable de monter des labs, capable d'arriver à créer des zones de confort où les gens peuvent se dire ah bah tiens, je peux être en mode alliance et pas en mode guerre, parce que typiquement on a une culture de la guerre économique, mais on n'a pas assez une culture des alliances économiques et stratégiques, et de mettre en place des conférences circulaires ou des cercles circulaires. Donc ça, c'est des choses qui vont, je pense, arriver, et elles vont arriver parce qu'il y a une prise de conscience qu'on a besoin donc d'organisations apprenantes, mais surtout aussi d'organisations qui soient ambidextres. Et ambidextres, ça veut dire quoi? Ça veut dire mettre en place des processus quand même stricts, dans lesquels on a une prise de conscience formelle des connaissances critiques, et mettre en place des processus transformatifs. C'est pas ou, c'est et. Donc ça, c'est mon apport aujourd'hui par rapport à tout ça. Je suis désolé si ça a été si compliqué. J'ai fait une vue très systémique. Mais clairement, on ne va pas pouvoir gérer cette transformation si on n'a pas une réflexion critique sur la façon dont on prend les décisions, si on n'a pas une pensée critique sur la façon dont on fait les designs, donc il y a du critical design aussi qui se met en place, et si on n'a pas maintenant une envie de se pencher sur qu'est-ce que c'est que le business circulaire. Voilà, je vous remercie.